Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire Mines et Environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mon nom est Marie-Ève Lacombe, je suis conseillère en communication à l'UQAT et j'ai le plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, avec les conférences, l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT poursuit son objectif qui est de favoriser le partage des connaissances et l'accessibilité aux dernières avancées dans le domaine des mines et de l'environnement. Donc, les webinaires permettent d'aborder divers enjeux liés au secteur minier, de présenter de manière concrète les solutions innovantes proposées et les développements scientifiques récents, et d'exposer les perspectives de recherche et les projets en développement. Les conférences sont ainsi offertes par des professeurs de l'Institut. Alors, avant d'aller plus loin, je vous rappelle que la présentation d'aujourd'hui sera d'une durée d'environ 40 minutes, suivie par une période de questions d'environ 15 minutes. Alors, vous pouvez adresser vos questions avec l'outil questions-réponses qui est situé au bas de votre écran. La conférence est enregistrée et sera disponible prochainement sur le site Web des webinaires, où vous trouverez d'ailleurs les autres webinaires passés. Donc, nous accueillons aujourd'hui Isabelle Demers qui nous présente une conférence intitulée « 10 ans de recherche en intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine ». Alors voilà, Isabelle Demers est professeure titulaire à l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT. Elle est ingénieure métallurgiste, titulaire d'une maîtrise de l'Université McGill et d'un doctorat en sciences de l'environnement de l'UQAT. Ses expertises sont la gestion des rejets miniers, incluant la planification des modes de gestion selon les différentes étapes du cycle minier, la valorisation des rejets miniers dans les scénarios de restauration des sites miniers générateurs de drainage minier acide, la modélisation numérique du comportement hydrogéochimique des rejets miniers avec et sans méthode de restauration, la désulfuration environnementale pour la prévention du drainage minier acide et du drainage neutre contaminé, la caractérisation et modélisation géo-environnementale dès l'exploration minière et le développement minier durable. Je lui cède maintenant la parole et vous souhaite un bon webinaire. Bien, merci Marie-Ève. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et venir vous parler des 10 ans de recherche qui ont été réalisés dans le cadre de ma chaire de recherche du Canada en intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine. Donc, voici le plan de la présentation qui est assez conventionnel. Je vais commencer par une introduction, ensuite les objectifs de recherche. Je vais passer aux principaux projets de recherche et les résultats. Vous comprendrez que présenter 10 ans de travaux en 40 minutes, c'est pas facile, donc ça va être vraiment un survol des principaux projets. Ensuite, je vais terminer par une synthèse et une conclusion. Donc, en introduction, vous êtes probablement au courant, si vous assistez depuis quelques occasions au webinaire, que l'industrie minière a des impacts sur l'environnement et ces impacts peuvent prendre différentes formes. Par exemple, la pollution des cours d'eau, des sols contaminés, la modification du paysage. Depuis plusieurs années, il y a beaucoup de travaux qui se font pour améliorer les connaissances, essentiellement au niveau des sources et des devenirs de la contamination. Et les travaux ont amené des façons, des nouvelles pratiques pour aider à contrôler et limiter les impacts sur l'environnement. Parmi les méthodes qui ont été développées, on retrouve différents outils qui nous permettent de limiter les impacts sur l'environnement, dont la réglementation, les évaluations environnementales, les différentes exigences en gestion des résidus miniers et en restauration des sites après les opérations. Donc, dans le cadre de mes travaux, je me suis concentrée essentiellement sur la gestion des rejets miniers solides. Pourquoi? Bien, historiquement, la gestion des rejets solides était considérée vraiment à la fin là, des opérations minières. Lorsque tout le matériel avait été sorti de la mine, ça avait été passé à l'usine et on se retrouvait avec un empilement de rejets, autant des stériles que des rejets concentrateurs. Et là, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour éviter ou limiter nos impacts environnementaux? Donc, c'était vraiment une gestion qu'on appelle en silo et un mode qu'on va appeler plus réactif. Donc, depuis un certain nombre d'années, on se dit, bien, il y a sûrement une optimisation qui est possible et on cherche maintenant à planifier mieux la gestion des rejets miniers dès le début des projets miniers. Donc, c'est un mode plutôt proactif plutôt que réactif. Et les gains
qu'on peut obtenir grâce à cette optimisation, c'est une gestion des rejets qui est facilitée, l'optimisation des coûts, et on peut aussi intégrer la restauration progressive ou du moins mieux la planifier. Donc, pour ce faire, pour tenter d'améliorer encore plus cette optimisation, il est important d'intégrer les différentes disciplines qui sont associées aux phases du cycle minier. Donc, je m'explique. Dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, j'ai choisi de séparer le cycle minier en 3 principales phases qui sont l'exploration, l'opération et la fermeture. Et à chacune de ces phases, il y a différentes disciplines comme la géologie, les ingénieurs miniers, les personnes de procédés à l'usine et l'environnement qui sont impliquées, mais souvent vont travailler de façon assez indépendante. Donc, dans le cadre des projets que j'ai développés, on tentait d'unifier tous ces gens-là autour d'une même table, autour d'une même problématique, et ce, dans le but d'améliorer la gestion des rejets miniers. Donc, quelques exemples d'étapes de projets qui peuvent être faits. Dans l'étape d'exploration, on peut travailler sur la gestion et l'interprétation des données, mais dans un contexte environnemental et pas seulement géologique et économique. Au niveau des opérations, on peut faire des choix de méthodes ou de procédés de traitement des minerais qui vont ensuite faciliter la restauration à la fin des opérations. Puis au niveau de la fermeture, on peut travailler sur la valorisation des rejets miniers pour qu'on en ait moins à restaurer à la fin des opérations et aussi qu'on aille chercher le plus de valeur de tous les matériaux miniers. Donc, le véhicule qui a été utilisé pour réaliser tous les projets de recherche, c'est la Chaire de recherche du Canada niveau 2. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme du gouvernement du Canada pour encourager les chercheurs prometteurs en début de carrière. Donc, c'est une programmation qui est d'abord élaborée sur 5 ans et qui est évaluée par un comité. Et au bout des 5 premières années, il est possible d'obtenir un renouvellement pour un 2e mandat pour un total là, de 10 ans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Les chaires de recherche du Canada fournissent le financement du salaire du titulaire. Donc, il n'y a pas nécessairement d'argent spécifique pour les projets de recherche. Par contre, c'est une reconnaissance qui est très utile pour, après ça, postuler pour du financement pour les projets de recherche. Donc, je vais passer aux objectifs de recherche. Dans le cadre des 10 ans de la Chaire de recherche du Canada, l'objectif général est énoncé ici, c'était d'offrir des outils pour intégrer les considérations environnementales à toutes les étapes du cycle minier, de l'exploration à la post-restauration. On avait aussi, découlant de ça, disons, 3 objectifs avec des volets un peu différents. Donc, un volet plus scientifique qui était l'optimisation de la gestion des résidus miniers et de la restauration par une meilleure planification en amont de la fermeture. Un objectif qui était plus, disons, organisationnel ou gestion, c'est le rapprochement et l'établissement de liens entre les différentes disciplines impliquées dans le secteur minier. Puis, un objectif académique qui était la formation de personnel hautement qualifié. Suite à ce grand objectif-là, on a décliné différents sous-objectifs. Je ne présenterai pas la panoplie de sous-objectifs aujourd'hui. J'ai tenté de regrouper les thèmes sous les 3 principales phases du cycle minier là, que j'ai mentionnées auparavant, soit l'exploration, l'opération et la fermeture. Je vais vous présenter différents projets qui ont été réalisés dans chacune de ces phases, mais il faut retenir que un des objectifs, c'était justement de ne pas travailler en silo et de vraiment intégrer. Donc, les projets, oui, je les ai associés à une phase pour le bien de la présentation, pour que ça coule bien, mais dans chacune des phases, on va déborder vers les autres aussi. Au niveau de l'exploration, je vais vous parler du développement d'un protocole de caractérisation géo-environnementale et aussi de planification géo-environnementale grâce à la modélisation. Du côté opération, je vais vous parler de projets qui ont été réalisés en lien avec la désulfuration environnementale, qui est une méthode qui est utilisée pour prévenir le drainage minier-acide. Donc, je me suis intéressée autant aux procédés de désulfuration qu'aux différents produits, soit les rejets désulfurés et les concentrés de sulfure.
Et finalement, l'étape de fermeture, bien, je vais vous présenter des projets qui sont associés à la valorisation des résidus miniers et aussi à l'application de la désulfuration environnementale pour des sites inactifs ou abandonnés. Donc, je vais passer maintenant aux principaux projets de recherche et certains résultats. D'abord, pour la phase d'exploration. Donc, avant de définir nos besoins en recherche et les objectifs et les différents projets qui ont été réalisés, j'ai fait une revue de littérature. Je me suis inspirée des travaux antérieurs et aussi en parallèle qui ont été réalisés. Et j'identifie ici certains points là, qui m'avaient accroché. D'abord, la géométallurgie, qui est un concept d'intégration de la minéralogie et de la métallurgie pour optimiser la production et les bénéfices. Ici, on parle essentiellement de récupération d'une valeur économique. Mais je me suis dit, bien, il y a peut-être moyen d'utiliser ce concept-là pour intégrer des aspects de gestion des rejets. Ensuite, il y a le développement des techniques de caractérisation minéralogique de pointe, comme le MLA, ChemScan, CoreMapper, qui se font de façon assez accélérée depuis quelques années. Et ces techniques-là nous permettent d'obtenir un grand nombre de données, surtout au niveau de l'exploration, mais à différentes étapes aussi du cycle. Et on pourrait tenter d'utiliser ces données dans un contexte plutôt de réduction d'impacts environnementaux. Il y a aussi le concept des modèles géo-environnementaux qui a commencé à être développé, surtout à l'échelle régionale, donc d'un gisement pour savoir c'est quoi les risques environnementaux associés à un gisement. Par contre, l'utilisation de ces modèles pour une gestion de résidus très spécifique à un site minier est pas vraiment favorable, donc je voulais voir est-ce qu'on peut améliorer ce type de modèle. Finalement, il y a des travaux qui sont en cours et qui ont aussi passé sur les approches d'intégration des attributs du drainage miniacide à la géométallurgie. Donc, il y avait quand même certaines choses qui se faisaient et je vais aller voir est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans ce sujet. Donc, les besoins en recherche qui ont été identifiés pour cette phase, la phase d'exploration, c'était d'affiner l'échelle des modèles géo-environnementaux, favoriser l'utilisation des données existantes là, obtenues via différentes techniques d'analyse et aussi expandre, dans le fond, ces modèles pour la gestion des rejets miniers. Je voulais aussi travailler sur la représentation spatiale et temporelle des risques environnementaux et l'intégration à la planification des opérations et de la gestion des résidus. Donc, premier projet que je vais vous présenter, c'était le développement d'un protocole de caractérisation géo-environnementale. Donc, l'objectif de ce projet, c'était d'établir une séquence de caractérisation à différentes étapes d'un projet minier pour estimer les risques environnementaux. Donc, ça a été les travaux de maîtrise de Denis Vermette et il a essentiellement développé le protocole qui est présenté sous forme de flèches à différentes étapes. Ici, on est essentiellement au niveau exploration, donc de l'exploration à la faisabilité. Il y a différents éléments qui peuvent être réalisés, différents tests qui peuvent être faits pour, en fait, combiner des paramètres géologiques, géochimiques, minéralogiques et environnementaux pour nous mener à former des domaines géo-environnementaux. Et ces domaines-là, ils ont des caractéristiques communes en termes de risque environnemental. Ici, je vous présente les travaux, en fait, la suite des travaux de Denis Vermette et de Youssef Toubri, où on voit qu'on avait ici 7 unités géologiques à l'intérieur de notre gisement. Et suite à l'application du protocole, on a défini trois domaines géo-environnementaux. Donc, selon leurs caractéristiques, ils ont été placés, ils ont été regroupés. Et ensuite, on peut, sur l'image d'à côté, on a fait une représentation spatiale de la future fosse avec les points de forage et on a pu identifier à quel endroit spatialement se retrouvent les domaines géo-environnementaux et ça va nous aider ensuite à planifier la gestion des stériles puisque certains sont générateurs d'acide et d'autres pas. Donc, ça nous permet de mieux planifier la disposition des haldes à stériles.
Dans le cadre du protocole de caractérisation géo-environnementale, on a aussi travaillé sur les méthodes de mesure. Donc, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir des outils de mesure rapides et non destructifs qui vont nous donner déjà une évaluation environnementale préliminaire. Donc, des travaux ont été faits dans le cadre de la maîtrise d'Alban Duvernois, où il a utilisé l'XRF portatif, la spectroscopie portative et aussi de la coloration pour ensuite évaluer de façon préliminaire différentes lithologies et leur potentiel impact environnementaux. Ensuite, le deuxième volet, c'était la modélisation géo-environnementale. Donc, l'objectif ici, c'était d'intégrer des données géologiques dans un modèle géo-environnemental qui va nous servir à planifier la gestion des résidus miniers. Donc, c'est les travaux de Youssef Toubri dans le cadre de sa thèse. Il a établi un modèle spatial de la distribution des contaminants et du potentiel de génération d'acide et il a superposé ce modèle au plan de minage, comme on voit sur l'image ici, où on représente la distribution de l'arsenic dans les différents chantiers qui vont être exploités pendant une période donnée. Donc, ça va nous permettre de déterminer, OK, qu'est-ce qui va sortir, c'est quoi la contamination possible venant des différents chantiers, que ce soit pour les stériles ou les rejets de concentrateurs qui vont être produits suite au traitement. Youssef est quand même allé encore plus loin. Il a ajouté des aspects stochastiques, spatiales, cinétiques. Et dans le cadre des travaux de maîtrise de Juan Zuniga, on a travaillé aussi sur des aspects économiques. Donc, on a réussi à avoir une belle modélisation qui nous permet de voir l'évolution aussi des risques environnementaux à travers le temps pour un gisement donné. Et bon, cette méthodologie peut être appliquée, bien sûr, à d'autres sites. Ensuite, on va passer à la phase d'opération. Donc, cette fois-ci, comme pour la phase exploration, j'ai fait une revue de littérature. J'ai été voir les travaux antérieurs et qu'est-ce qui se faisait aussi en parallèle pour développer des besoins de recherche. Le sujet qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la désulfuration environnementale. Donc, le procédé de désulfuration se fait normalement par flottation et il sert à séparer les minéraux sulfureux à la fin du traitement du minerai, avant la déposition dans le parc à résidus. Donc, on se retrouve avec un résidu désulfuré qui est non générateur d'acide. Donc, je voulais voir, il y a eu beaucoup de travaux sur la réutilisation des résidus désulfurés comme matériaux de recouvrement pour la restauration et aussi sur la gestion intégrée des résidus miniers sulfureux. Mais je voulais aller un petit peu plus loin là, en termes de gestion plus globale des résidus miniers. Donc, mes besoins en recherche qui avaient été identifiés, c'est la désulfuration environnementale des minéraux non conventionnels. Donc, lorsqu'on est dans un contexte, pas nécessairement de drainage mini-acide, mais de drainage neutre contaminé. Et on voulait aussi aller voir, est-ce qu'on peut adapter la désulfuration environnementale à la gestion des stériles, sachant que les stériles, c'est des matériaux beaucoup plus grossiers que les rejets de concentrateurs. On s'intéresse aussi au comportement géochimique des rejets désulfurés dans les conditions de réutilisation et restauration, donc pas seulement pour les déposer, mais si on veut réutiliser ces matériaux, quels seront là, leur comportement là, à long terme. Et aussi, on s'intéresse à la valorisation des concentrés. Le procédé de désulfuration, oui, va produire des rejets désulfurés, mais aussi un concentré de sulfure. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une valeur qu'on peut aller chercher dans ce concentré? Donc, d'abord, les travaux sur la désulfuration de minéraux non conventionnels. L'objectif ici, c'était de voir est-ce qu'on est capable de limiter le drainage neutre contaminé en récupérant ou en séparant des minéraux porteurs de nickel, arsenic, cuivre. Par exemple, parmi les travaux de El Bouazaoui et Ed Kouya, on a travaillé sur la gersdorphite, la scutérudite et la nickeline. Et dans le cadre des travaux de Jessica Bottero, elle a travaillé sur la covélite. Donc, toutes ces personnes ont travaillé sur la détermination des mécanismes d'adsorption des collecteurs lors de la désulfuration.
autant sur les minéraux sulfureux et sur ces minéraux qu'on appelle sulfosels non conventionnels, mais qui ont quand même un potentiel de drainage contaminé. Donc, on a tenté de démontrer la possibilité de prévenir le drainage contaminé via cette désulfuration. Et c'est ce qui est démontré ici par les résultats obtenus par Yacine Edkouya, où on voit les résidus initiaux, donc avant désulfuration, en rouge, où est-ce qu'on a des dépassements des normes au niveau de l'arsenic et du nickel. Et une fois la désulfuration réalisée, ce sont les points en blanc. Et on voit qu'on respecte très bien là, les normes en arsenic et nickel. Donc, on a réussi à prévenir un drainage neutre contaminé en arsenic et nickel via la désulfuration. On a voulu aussi travailler sur, comme je vous ai dit, sur l'application aux roches grossières, donc aux stériles. Et là, on s'est inspiré du concept de DPLS, qui est le diamètre d'encapsulation physique des sulfures, donc la taille à partir de laquelle nos sulfures ne sont plus réactifs. Et on voulait utiliser ce concept et le combiner avec d'autres méthodes de désulfuration autres que la flottation, par exemple la gravimétrie et la flottation avec lit fluidisé. Donc, les travaux de Yacine et Jessica ont utilisé des stériles venant de 2 sites miniers qu'ils ont séparés en différentes tailles granulométriques. Et pour chacune des tailles, on est allé évaluer la libération de la pyrite et des carbonates, comme on voit dans le diagramme. Et ce qu'on observe, c'est qu'à partir d'une certaine taille ici, bien, la libération est très faible, donc nos risques environnementaux sont réduits. Ce qui représente le diamètre d'encapsulation physique des sulfures, qui a été déterminé à 2,5 mm pour les travaux de Yacine et 2,4 mm pour les travaux de Jessica. Et donc, en termes de désulfuration, les particules plus grosses que ces valeurs n'ont pas besoin d'être désulfurées parce qu'elles sont considérées non réactives. Et ils ont travaillé donc à trouver des méthodes pour faire procéder à la désulfuration des particules inférieures à 2,4 et 2,5 mm. Yacine a travaillé sur des méthodes gravimétriques et Jessica sur la cellule Hydrofloat et cellule Denver, donc 2 méthodes de flotation, dont une plus adaptée aux particules grossières. Ensuite, on a, maintenant qu'on sait qu'on est capable de produire des rejets désulfurés, on a voulu voir est-ce que c'est vrai qu'ils ne généreront pas de contaminants lorsqu'on veut les réutiliser, entre autres pour la restauration. Différents travaux ont été faits, surtout en laboratoire, et on s'est rendu compte que c'est pas juste le pourcentage soufre, donc si normalement on considérait qu'en bas de 0,3 % soufre, on n'avait pas de problème de DMA, mais on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Il y avait aussi le potentiel de neutralisation qui est un indicateur important. Par exemple, des travaux ici ont été réalisés sur une série de 18 échantillons provenant d'un même gisement, mais avec différentes, ce qu'ils appelaient des lentilles dans le cadre de ce travail. Et ce qu'on voit entre l'échantillon 1 et 18, en bleu, c'est le minerai, et on a des pourcentages soufre qui sont quand même très variables, passant d'environ 3 % jusqu'à 25 % soufre. Chacun de ces échantillons-là a été désulfuré. Et les rejets désulfurés, leur pourcentage soufre est indiqué par les bandes rouges. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de corrélation nécessairement entre le soufre initial et le soufre dans le désulfuré. Donc, pour voir si les matériaux étaient effectivement non générateurs d'acide, on a fait le bilan acide-base, donc le calcul, la détermination du potentiel de neutralisation et du potentiel d'acidification, qui est représenté sur le graphique d'à côté. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une grande partie des points qui sont dans la zone d'incertitude. Donc, on n'est pas sûr, là, est-ce qu'ils vont générer de l'acide ou pas. Donc, des essais ont été réalisés davantage. Et ce qu'on a vu, c'est que le pourcentage soufre, oui, c'est un paramètre, mais le potentiel de neutralisation devient très important quand vient le temps de faire le bilan pour voir si notre matériel va générer de l'acide ou pas.
En plus, d'autres travaux ont déterminé que oui, le potentiel neutralisant et oui, les sulfures sont importants, mais il faut savoir quel type de sulfure et quel type de neutralisant on a. Des travaux ici en essai cinétique en colonne ont montré que on a comparé en fait différents résidus désulfurés placés comme recouvrement sur un résidu sulfureux. Le résidu sulfureux non recouvert est présenté en bleu, qui devient acide assez rapidement. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on place les résidus désulfurés par-dessus, après un certain temps, la performance diminue et le pH diminue, mais ce n'est pas nécessairement associé juste au pourcentage soufre. Donc, notre matériel qui avait le plus grand pourcentage soufre, c'est le LC, donc le vert pâle, et ce n'est pas lui qui va devenir acide en premier. Donc, c'est vraiment la minéralogie est très importante lorsqu'on veut tenter de prédire le comportement géochimique. Et notre troisième volet dans la partie opération, c'était la valorisation des concentrés. On s'est dit, bien, comme les concentrés ce sont des concentrés de sulfure, donc beaucoup de pyrite, et l'or est souvent associé à la pyrite. On s'est dit, bien, peut-être qu'on pourrait aller tenter de récupérer de l'or de nos concentrés de sulfure, puisque de toute façon, on n'a pas vraiment d'utilisation pour ces matériaux. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'était pas si facile que ça. Donc, c'est pas aussi simple qu'on pourrait penser. Vraiment, les caractéristiques de l'or résiduel ont une influence majeure sur leur récupération. On a ici travaillé sur 3 concentrés A, B, C qui sont représentés ici. Et comme vous pouvez voir, c'est la réponse. On a fait de la cyanuration et de la récupération par gravimétrie. Les réponses sont très différentes d'un à l'autre et c'est vraiment le type ou la libération de l'or qui va influencer la performance. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans certains cas, ça peut être profitable de travailler un petit peu sur des méthodes de récupération de l'or, puis d'autres, comme dans le cas du B, bien, ça vaut peut-être même pas la peine d'y penser. Finalement, la phase de fermeture, on a voulu travailler sur la réutilisation des rejets miniers. Donc, je suis allée voir encore une fois des travaux antérieurs et en parallèle. Il y a eu beaucoup de travaux en laboratoire, sur le terrain, modélisation numérique, qui ont utilisé les rejets peu sulfureux comme matériaux de recouvrement pour prévenir le drainage minier acide. Et des paramètres clés avaient été identifiés là, pour assurer la performance, entre autres le niveau de la nappe phréatique, l'épaisseur de la couverture et la quantité de sulfure résiduel. Donc, je voulais aller voir, est-ce que c'est juste ça, compte tenu que là, ce qu'on sait un peu plus sur la géochimie des rejets désulfurés, est-ce qu'il y aurait autre chose à considérer? Il y a aussi des défis qui ont été identifiés là, dans la restauration des sites abandonnés. Comme c'est des matériaux que ça fait longtemps qu'ils sont exposés aux intempéries, bien, il y a eu de l'oxydation des sulfures, de la précipitation de minéraux secondaires. Donc, la géochimie est très complexe et la restauration l'est d'autant plus. Donc, les besoins en recherche qui ont été identifiés, c'est de travailler sur l'utilisation des rejets désulfurés dans les couvertures monocouches et multicouches de type CEBC. J'ai voulu voir aussi, est-ce qu'il y a d'autres rejets miniers qui seraient potentiellement valorisables, entre autres les stériles. Et aussi, je voulais travailler sur l'application de la désulfuration comme une méthode de, à la fois récupération des valeurs résiduelles dans les sites abandonnés et aussi pour produire du matériel de restauration pour ces mêmes sites. Donc, le premier volet sur l'utilisation des rejets désulfurés dans la restauration, l'objectif, c'était vraiment de déterminer les conditions qui favorisent l'utilisation des rejets désulfurés comme composants de systèmes de restauration et plus particulièrement les recouvrements de type monocouche avec nappe phréatique surélevée et les CEBC. Donc, différents essais en laboratoire et sur le terrain ont été réalisés. Et parmi les paramètres clés qui ont été identifiés, en plus du niveau de la nappe phréatique, la teneur en sulfure qui avait été déjà identifiée auparavant, on a observé que la granulométrie des rejets a vraiment aussi un impact significatif sur la performance.
On a voulu voir aussi quel serait l'impact des changements climatiques sur le fonctionnement ou la performance des méthodes de restauration construites avec des résidus désulfurés. Donc, sachant que le climat risque de changer là, dans les prochains 100 ans, on a combiné des résultats de suivi de cellules de terrain avec des projections climatiques futures grâce à la modélisation numérique. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on risque peut-être d'avoir des pertes de performance lorsqu'on a des périodes de sécheresse qui s'intensifient et ce qui est malheureusement prévu là, avec les changements climatiques. Dans le graphique qui représente les travaux de maîtrise d'Élodie Libert, ce qu'on voit en 2016, c'était notre situation telle que mesurée, disons, où on a un flux d'oxygène exprimé en grammes par mètre carré pour 4 mois dans le cas de cette publication, qui était inférieur à notre critère qui est représenté par la ligne pointillée. Lorsqu'on a appliqué les changements climatiques et qu'on est allé chercher des années plutôt sèches, ce qu'on voit dans les bandes de couleurs en bleu, orange et vert, c'est qu'on dépasse notre flux d'oxygène, notre critère de flux d'oxygène dans ces années. Donc, il faut quand même considérer que avec le temps, ça se peut qu'on perde de la performance si on continue d'installer nos couvertures comme on le fait présentement. Le deuxième volet, c'était la valorisation des autres résidus miniers. Donc, je voulais voir quelles seraient les conditions qui pourraient favoriser l'utilisation des rejets miniers autres que des rejets désulfurés comme composantes de systèmes de restauration. Et on a travaillé sur les stériles et les bouts de traitement du drainage mini-acide, autant au niveau d'essais en laboratoire que de terrain, pour voir quelles seraient les performances. Sur les photos, on voit ici la construction de cellules de terrain qui ont été faites avec des bouts de traitement qui ont été mélangés à des résidus et du sol et qui ont servi de couverture monocouche et multicouche. Il y a aussi des travaux qui sont présentement en cours dans le cadre du doctorat de Karine Sylvain qui visent à réutiliser des stériles pour faire une couverture dans le cadre d'un recouvrement monocouche avec nappe phréatique surélevée dans lequel on vise à limiter l'évaporation. Donc, ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, qui reste à confirmer bien sûr, c'est que la présence des particules fines à l'intérieur des stériles va quand même avoir une influence assez significative, autant sur la géochimie des matériaux que sur le mouvement de vapeur là, qui peut être causé, là, entre autres, par l'évaporation. Et finalement, le dernier volet que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la désulfuration des sites inactifs ou abandonnés. Donc, sachant que les résidus qui sont exposés depuis 40-50 ans aux intempéries, leurs surfaces sont peu propices à la désulfuration. On a voulu voir est-ce que c'est possible de trouver des façons d'améliorer la désulfuration des résidus âgés pour à la fois produire du matériel qui va nous servir dans la restauration, donc des rejets désulfurés, et aussi récupérer des valeurs économiques qui pourraient être restées dans ces parcs à rejets. Donc, ce qu'on voit sur la photo, c'est avant pré-traitement. Donc, si on prend directement nos résidus d'un site inactif puis qu'on essaye de faire de la flottation, bien, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui flotte. Les surfaces sont vraiment pas prêtes pour ça. Donc, ce qu'on a testé, c'est des conditionnements mécaniques avant la désulfuration, de l'agitation, de l'attrition et du rebroyage. Et ce qu'on a vu, c'est que ça améliore significativement là, la récupération du soufre et aussi de l'or. Sur l'image en bas, on voit suite au rebroyage, qu'on a des belles bulles bien chargées. Ce qu'on a observé aussi avec nos différentes méthodes là, de nos pré-traitements, c'est que le meilleur pour récupérer l'or était le rebroyage, où est-ce qu'on a réussi à aller chercher dans notre concentré de sulfure jusqu'à 20 grammes par tonne d'or, ce qui est quand même passablement intéressant.
Par contre, lorsqu'on a soumis les résidus désulfurés à des essais cinétiques en mini-cellules, on voulait voir est-ce qu'on a effectivement réussi à produire un matériel qui serait utile pour la restauration. Donc, on voit en bleu dans le graphique le matériel initial, donc avant désulfuration, ce qui est pris directement du site. Et ce qu'on observe, c'est qu'on avait une problématique de drainage neutre contaminé en arsenic. Après notre rebroyage, où est-ce qu'on a réussi à récupérer l'or? Bien, c'est la courbe en vert. Donc, oui, on a récupéré l'or, on l'a libéré, mais on a libéré aussi l'arsenic. Donc, on n'a pas réglé notre problème de drainage neutre contaminé. Par contre, on a réussi à le régler avec la courbe en rouge qui représente l'essai avec comme pré-traitement l'agitation. Donc, si on fait de l'agitation, on est capable de limiter notre drainage neutre contaminé en arsenic, mais on ne récupère pas tant que ça d'or. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un choix. C'est un ou l'autre, mais dans le cadre de du moins de ce site-là, bien, on n'a pas pu avoir les deux, le beurre et l'argent du beurre, disons. Donc, maintenant, je vais passer à la synthèse de l'avancement des connaissances. Donc, tous ces travaux-là sur cette période de 10 ans ont permis d'étudier différentes approches d'optimisation de la performance environnementale d'un site minier. Bon, par exemple, la caractérisation géo-environnementale, la désulfuration, l'utilisation des rejets désulfurés dans la restauration et même d'autres rejets, la valorisation des stériles. Donc, idéalement, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de combiner différentes approches, puisque chacune peut être applicable ou non là, selon les différents sites miniers. Mais une combinaison viendrait encore plus supporter notre objectif qui était d'intégrer les différentes approches aux différentes phases du site minier. Et bien sûr, l'objectif principal restait d'intégrer des réflexions sur les aspects environnementaux dès le début du projet minier, puis d'utiliser divers outils de gestion et de valorisation pour minimiser les risques environnementaux. Quelques statistiques sur la recherche. Au niveau du financement, on a eu au-dessus de 4 millions de dollars qui ont été investis en recherche. On a 47 personnes qui ont été formées, autant au niveau stagiaire, maîtrise, doctorat, post-doctorat. On a quand même une bonne production scientifique, 29 articles de journaux scientifiques, 24 conférences avec articles, plusieurs conférences sans articles et posters, 5 thèses de doctorat jusqu'à maintenant, 12 mémoires de maîtrise aussi jusqu'à maintenant. Donc, voici quelques images là, des extraits des publications qui sont, dans la très grande majorité, l'étudiant qui a réalisé le projet est premier auteur. Donc, la liste est disponible sur demande. Donc, passons maintenant à la conclusion et perspective. Donc, l'objectif général, c'était d'offrir des outils pour intégrer les considérations environnementales à toutes les étapes du cycle minier, de l'exploration à la post-restauration. Donc, je pense qu'on a quand même réussi à développer un bon coffre à outils qui va nous permettre là, de vraiment faire des meilleurs choix, de mieux interpréter les données, de mieux planifier la gestion des rejets miniers, de mieux valoriser nos rejets miniers. Les différents projets de recherche ont été réalisés en collaboration avec des sociétés minières et des gouvernements. Le financement public a été obtenu via, entre autres, FRQNT, CRSNG et MITAX. On a plus de 40 étudiants qui ont bénéficié d'une formation spécialisée en environnement minier et qui, pour la majorité, travaillent dans le domaine. Et la production scientifique était significative. Et finalement, bien, les résultats ils ont alimenté le développement de d'autres projets en lien avec les thèmes, avec parfois les mêmes partenaires et parfois même des nouveaux. Donc, j'ai des projets présentement là, en cours sur la valorisation des rejets miniers, en incluant la désulfuration environnementale, l'utilisation des rejets miniers dans la restauration et aussi sur la caractérisation et la modélisation géo-environnementale. Donc, ça fait le tour de ma présentation d'aujourd'hui. Donc, merci de votre attention, puis je suis maintenant prête pour vos questions. Merci beaucoup, professeur Demers. On voit qu'il y a plusieurs travaux de recherche qui ont été réalisés dans le cadre de votre chaire. C'est très intéressant. Donc, c'est effectivement la période de questions.
Donc, vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses pour poser vos différentes questions. Et on en a déjà. Alors, on va commencer. Donc, au niveau évidemment de la désulfuration, pourriez-vous nous dire quel est le rendement en pourcentage de l'opération de désulfuration et quelle est la taille des concentrés qui entrent dans l'opération? OK, je vais essayer de répondre selon ce que je comprends. Là. On parle le rendement, on parle ici là, de la récupération des sulfures. Oui, lors de la valorisation, là, vers la diapo 28, là, la question est apparue. Oui, OK. En fait, on calcule la récupération des sulfures parce que c'est les minéraux qu'on veut flotter. La récupération va quand même varier selon la minéralogie, bien sûr. Et la particularité de la désulfuration, c'est qu'on s'intéresse plus ou moins à la récupération des sulfures, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment combien de soufre il nous reste dans notre rejet. Donc, normalement, on va être satisfait avec des récupérations de soufre de l'ordre de 80 % et plus. Mais il faut en même temps qu'on ait des concentrations de sulfure qui soient faibles dans nos rejets désulfurés. Et l'autre portion de la question, c'était... La taille des concentrés qui entrent dans l'opération. La taille. En fait, si on parle en termes de granulométrie, là, on est dans le fond victime, ou en tout cas, on doit travailler avec ce qui sort de l'usine. Donc, tout ce qui a été fait pour le procédé auparavant, avec les mailles de libération, on doit gérer on doit travailler avec ces granulométries-là. Si on parle de taille dans le sens, nous autres, on parle souvent de récupération massique ou concentrée. Okay. On essaye d'avoir à peu près 20 %, maximum 20 % de la masse qui va être au concentré et 80 % au rejet. Parfait. Super, merci. Prochaine question. Est-ce que vous avez fait une évaluation économique et technique de l'accessibilité de la procédure de désulfuration des résidus et des stériles? Non, on n'a pas fait d'analyse économique. En fait, l'analyse économique va être très spécifique à un cas. Nous, on voulait plutôt développer le concept. Voir est-ce qu'on peut... dans un premier temps. Dans un premier temps, dire est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a une application possible de la désulfuration des stériles? Donc, et là, ce qu'on a vu, c'est que oui, puis il y a différentes options possibles. Donc, on ne s'est pas rendu jusqu'à l'étape économique. Parfait. Puis, est-ce que la source, donc les sites miniers en question, d'où provenaient les échantillons, est-ce qu'on peut la donner? De quel site? De plusieurs sites? Oui, on avait plusieurs sites miniers. Ce sont les sites de nos partenaires. Là, je ne peux pas me rappeler de tous, là, mais on a essentiellement 6 partenaires miniers là, dans le cadre des travaux de recherche de l'IRM, UQAT Polytechnique et la Chaire. Okay. Donc, on a Rio Tinto Fertitan, on a Agnico Eagle, Mines canadiennes Malartic, IM Gold, Newmont, Eleonore. Ça, oui, OK. Et il m'en manque un, Raglan. Super. Bon, finalement, on les connaît tous. On les a tous. Parfait. Merci. Donc, maintenant, prochaine question. Quels sont les efforts en caractérisation que vous recommandez pour améliorer la valorisation des résidus miniers? C'est sûr que on s'est rendu compte avec nos travaux qu'on ne peut pas se passer de la minéralogie. Seulement des analyses chimiques, des soufres carbone, c'est pas suffisant. On a besoin de savoir c'est quoi les minéraux porteurs de nos contaminants, puis aussi de la libération, parce que ça peut arriver que nos minéraux qui peuvent se dissoudre, disons, sont totalement inclus dans une gangue, donc ils ne sont pas disponibles et on n'aura pas de problématique au niveau environnemental. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que des fois, des faibles concentrations au niveau chimique peuvent donner des réponses, générer beaucoup de contaminants, malgré qu'il n'y en a pas beaucoup, et l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est vraiment la minéralogie et libération, c'est des points clés là, en caractérisation. Sinon, c'est difficile d'évaluer une constance selon les...
Bien, c'est ça, c'est que là, oui, exactement, là, c'est qu'on ne sait pas où ils sont, parce que selon le minéral, bien, il y a des minéraux qui vont être plus stables et d'autres moins stables. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir où est-ce qu'ils sont. Oui, c'est parfait. Maintenant, quel outil est utilisé pour la modélisation géo-environnement? On a utilisé, il y a différents outils logiciels qui ont été utilisés. Et l'idéal, c'est une combinaison parce qu'on n'a pas, par exemple, les premiers travaux, on a utilisé GoCAD. GoCAD permet une belle représentation spatiale, mais ne permet pas nécessairement d'aller plus loin là, en termes de cinétique et tout ça. Les derniers travaux qui ont été faits par Youssef Toubri, il a utilisé Leapfrog pour la représentation. Il a utilisé Frixé qui a permis aussi d'aller un peu plus loin au niveau de la cinétique. Quoi d'autre? Avec GoldSim aussi, ça nous permet d'aller chercher l'aspect stochastique. Fait qu'effectivement, ça prend une combinaison parce qu'il y a on n'a pas trouvé encore, disons, un logiciel qui répond à tout. Là. Oui, effectivement. Ouais. L'intelligence artificielle, est-ce que ça joue un jeu dans ces étapes-là, ces opérations-là? En fait, il y a des travaux en cours pour voir comment l'intelligence artificielle pourrait être utilisée. La problématique, en fait, c'est qu'on a souvent des très grandes quantités de données, des bases de données énormes. Et là, il faut aller faire un tri là-dedans, voir c'est quoi les relations. Et bon, il y a des travaux en cours justement pour voir comment on peut utiliser là, des systèmes experts, du machine learning, des choses comme ça pour nous aider à avoir un meilleur portrait à travers cette quantité phénoménale de données. OK. Donc, ça peut être un outil très intéressant. Ouais. Il faut savoir comment l'utiliser. Oui, c'est ça. Avec parcimonie. Bon. Est-ce que Leapfrog est un logiciel libre ou payant? Petite question comme ça, là. La licence académique, il me semble qu'elle était gratuite. Bon, voilà. La question, c'est payant. Maintenant, est-ce que tous les rejets miniers doivent ou peuvent être valorisés? Ça, c'est une très bonne question. En fait, il y a peut-être des divergences d'opinion là-dessus. Moi, je pense que non. Il y a des matériaux, la majorité, je pense que oui. On va trouver une utilisation et on va être capable de soit le désulfurer ou bien le placer d'une certaine façon qui pourrait être utile. Mais il y a des matériaux qui sont juste trop contaminés. OK. Ou qui n'ont vraiment pas les bonnes caractéristiques qu'on réussira pas à leur trouver une place. Puis malheureusement, ils vont devoir se retrouver à la poubelle. Oui, puis ajouter à ça probablement la valeur économique, que des fois les efforts avec le volet économique devient très lourd. C'est ça. C'est que si ça coûte plus cher, tous les efforts pour le peu de valeur qu'il y a, ça devient très peu intéressant. Mais une des choses aussi à se rappeler, c'est que, surtout au niveau des métaux, le cours des métaux change. Ce qui a de la valeur aujourd'hui n'aura peut-être pas de valeur dans un mois. Et ce qui n'a pas de valeur aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, va avoir une très grande valeur. Donc, il faut être au courant, il faut être à l'affût de ça. Oui, c'est puis ça. Dire, bien, peut-être que c'est peut-être pas utile maintenant, mais... Aujourd'hui, c'est un déchet, mais ça peut devenir quelque chose de valorisable plus tard. Super, parfait. Donc, une autre question. Normalement, la désulfuration environnementale vise à concentrer les principaux sulfures, comme la pyrite. Pourquoi mettre des efforts pour tenter de récupérer des minéraux plutôt mineurs, comme la gersdorfite, sachant que l'abondance dans les résidus miniers est faible? Bien, en fait, ces minéraux-là, oui, il n'y en a pas beaucoup. Normalement, on est en bas du 1 ou même du 0,5 %, mais ils sont très réactifs. Donc, ça n'en prend pas beaucoup pour générer de la contamination. Fait que c'est pour ça que, bien, au départ, il n'avait pas été beaucoup étudié parce qu'on dit qu'il n'y en a tellement pas beaucoup, on n'a pas besoin, c'est pas l'essentiel, c'est pas le principal contaminant. Mais là, lorsqu'on enlève les sulfures, on se retrouve avec tous ces contaminants-là, puis on dit, mon Dieu, on aurait dû y penser. Donc, c'est pour ça que l'on se dit, même s'il n'y en a pas beaucoup, du fait de leur réactivité très élevée,
puis leur potentiel de contamination, c'est là qu'ils deviennent importants. Important, exact. Ouais. Parfait. Donc, on a encore un petit peu de temps. Je vous invite à poursuivre avec vos questions dans l'outil questions-réponses. C'est toujours possible. Donc, une autre question. En quoi le protocole de caractérisation géo-environnementale et la modélisation géo-environnementale sont différents de ce qui se fait déjà? Oui. Bonne question. En fait, ce qu'on voit, bien, de plus en plus, les gens vont commencer à intégrer des aspects environnementaux dans la modélisation géologique. On va souvent regarder le souffle carbone. La plus-value que nous, on apporte, qu'on veut apporter, c'est on ne veut pas juste savoir où est-ce qu'ils sont, ces contaminants ou les risques, où est-ce qu'ils sont, mais quoi faire après ça avec? Comment gérer les matériaux qui vont être générés? Et aussi voir l'aspect évolution dans le temps. C'est pas nécessairement parce qu'on a, disons, 2 % de soufre à un endroit que ça va absolument générer de l'acide. Peut-être qu'avec les neutralisants et tout ça, bien, on n'aura pas de problème. Donc, il vaut mieux aller gratter un peu plus loin. Donc, ce que nous, on propose, c'est d'aller un petit peu plus loin que juste une visualisation, mais vraiment une intégration avec l'aspect temporel là, dans la modélisation. Parfait. En tout cas, c'était très intéressant de savoir qu'en 10 ans de recherche, on peut essayer d'évaluer tout l'impact environnemental au niveau du cycle complet. Puis je ne l'ai pas mentionné tantôt, Madame Demers est aussi la nouvelle directrice de l'Institut de recherche en mines et environnement. Voilà, un nouveau chapeau. Donc, on a le temps pour une autre question. Toujours sur le logiciel eProg, je pense qu'on a quelqu'un de très intéressé. Bon, est-ce possible de rentrer en contact avec un étudiant? Donc, je pense qu'on va pouvoir vous mettre en contact à la fin du webinaire. Vous allez avoir les adresses là, pour nous écrire dans le chat. Alors, vous pouvez entrer en contact avec nous et la professeure Demers pourra faire les liens là, voilà, nécessaires. Alors, c'est tout. C'est ce qui termine la période de questions pour aujourd'hui. Pour toute question supplémentaire, donc, justement, vous allez voir apparaître dans le chat l'adresse courriel. Alors, nous vous donnerons évidemment une réponse dans les meilleurs délais. L'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui sera envoyé à l'ensemble des personnes inscrites et elle sera disponible sur le site web des webinaires. Et si vous désirez avoir une attestation de présence, simplement à nous écrire et il nous fera plaisir de vous en envoyer une. Alors, merci beaucoup, professeur Demers, pour la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie également à vous que si c'est la première ou la xème fois que vous étiez avec nous, merci d'être avec nous à ces rendez-vous chaque année. Donc, c'était le dernier webinaire aujourd'hui de la saison 2023-2024. Je vous invite à rester à l'affût au cours de l'automne, voir si l'équipe de l'Institut de recherche en mines et environnement va récidiver avec une 3e saison à suivre. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et une bonne saison estivale. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.